vous remercie pour l'invitation et c'est un immense plaisir pour moi d'être présente parmi vous. Je vous remercie, professeur Valdé. Et puis, sans trop tarder, nous allons discuter des actualités du diabète de type 1. Et ça s'inscrit dans la suite de l'excellent exposé du professeur Mrari, puisqu'on va discuter un petit peu de la physiopathologie du diabète de type 1 et quelles sont les actualités, les enseignements que nous avons appris à travers les dernières, on va dire, congrès et colloques. Alors, l'actualité, on va parler de la prévalence mondiale, des actualités diagnostiques, comment optimiser la prise en charge et enfin, quelles nouveautés de prise en charge en 2020. Alors, la particularité du diabète de type 1, ce diabète va être de plus en plus fréquent puisque la prévalence est aujourd'hui à 10%, il représente 10% de tous les diabètes. Il concerne surtout l'enfant et l'adulte jeune, puisque 50% des cas vont apparaître avant l'âge de 20 ans. Et selon la classe de l'IDF 2019, nous, aujourd'hui, en 2019, en tout cas, on avait 1 million de patients diabétiques de type 1 à un âge moins de 20 ans. Sa fréquence est en augmentation à travers le monde et sa survenue est de plus en plus précoce, puisqu'aujourd'hui, on a de plus en plus de patients âgés de moins de 4 ans diabétiques de type 1. C'est vrai qu'il y a une forte morbidité avec un risque de microangiopathie et de mortalité qui est non négligeable et sa prise en charge reste multidisciplinaire. Alors, regardez un petit peu le décalage de la prévalence et de l'âge de la découverte du diabète de type 1, puisque à moins de 4 ans, on a 5,4% de patients diabétiques, 5 à 9 ans, 4,4%, et de 10 à 14 ans, 2,9%. Il y a 70 000 enfants de moins de 15 ans on va découvrir leur diabète par an. Et aujourd'hui, on prévoit en 2050 5 millions de patients diabétiques de type 1. Alors, la physiopathologie reste complexe puisqu'il y a la génétique et les gènes d'histocompatibilité, mais il y a également l'environnement, les virus, les autres toxiques, et tout cela va concourir à la destruction anatomique des cellules bêta. Alors, regardez un petit peu si dans la physiopathologie, nous avons beaucoup d'interventions de plusieurs cellules immunitaires dans la physiopathologie du diabète de type 1. Nous avons l'activation des monocytes et des cellules NK qui vont affluer au sein de la cellule bêta et ces antigènes vont être présentés dans le nodule lymphatique pancréatique pour justement attaquer et effectuer une insulite au niveau de la cellule pancréatique. Ensuite, ces antigènes vont être présentés aux cellules T et en fonction de l'intervention des cellules T régulatrices ou non, il y aura donc une apparition du diabète et donc une destruction de la cellule bêta. Si on va un petit peu dans les coupes anatomopathologiques, on va voir qu'au niveau des cellules, nous avons d'abord, même avant l'apparition du diabète de type 1 clinique, nous avons une préinsulite qui va apparaître avec une atteinte, une infiltration au niveau de la cellule bêta qui va s'aggraver au fil du temps. Et en fin de compte, au moment de la découverte du diabète, nous avons bien sûr 90% des cellules, des îlots qui ne contiennent plus de cellules bêta. Donc, cette régulation est très précise et cette régulation entre auto-immunité et facteurs environnementaux fait intervenir, comme on le sait, beaucoup de facteurs, notamment les facteurs régulateurs de l'immunité, les cellules CD4, les cellules CD8, les cellules bêta, les cellules B pathogéniques, les cellules dendritiques, les cellules sécrétrices d'interleukine, l'interleukine 10 par exemple, mais aussi des facteurs environnementaux qui vont tous intervenir dans la physiopathologie et l'apparition du diabète. Et d'ailleurs, dans Lancet en 2018, il y a eu un excellent article qui avait montré un petit peu que si on voulait aujourd'hui prévenir et agir sur l'ensemble des agents qui vont intervenir dans l'apparition du diabète de type 1, nous devons atteindre beaucoup d'éléments. Et aujourd'hui, il y a énormément d'essais
qui vont activer, qui vont agir contre l'ensemble de ces intervenants, notamment, nous avons le rituximab qui est en essai sur le CD20, les anti-TNF-alpha, les anti-interleukine 15, les anti-interleukine 1 bêta, et puis contre justement l'apoptose de cette cellule bêta, l'alpha-antitrypsine. Nous avons eu des essais sur le GLP1, l'exénatide et la masse cellulaire bêta, et tout cela est en cours de développement pour justement, peut-être, comme le disait tout à l'heure professeur Jaffiol, arriver à prévenir peut-être le diabète de type 1. Alors, concernant le diagnostic, c'est vrai que nous avons plusieurs anticorps aujourd'hui dans notre pratique courante qui nous font diagnostiquer et confirmer la présence d'un diabète de type 1 auto-immun, notamment les anticorps anti-GAD et anti-IA2 qu'on fait en première intention, mais nous avons également les anticorps anti-insuline, les anticorps anti-îlot de Langerhans et les anticorps anti-ZNT8 qui sont associés à la survenue du diabète de type 1 et qu'on peut réaliser quand on a 2 ou 3 anticorps négatifs alors qu'on suspecte la piste auto-immune du diabète de type 1. Alors, quels sont les stades de ce diabète de type 1? Et comme vous voyez, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a effectivement plusieurs phases avant l'apparition du diabète de type 1 clinique. Quand on a une présence d'anticorps, le stade 1, le patient reste présymptomatique avec la présence d'anticorps qui sont positifs mais une glycémie qui reste normale. Le stade 2, c'est la présence d'anticorps qui sont positifs mais avec une glycémie élevée, le patient reste présymptomatique. Le stade 3, c'est une auto-immunité positive alors que la glycémie est élevée et le patient devient symptomatique. C'est en général à ce moment-là qu'on découvre le diabète. Et enfin, le stade 4, c'est le diabète de type 1 ancien avec une présence de peptide C qui est effondrée, sans stock insulinique et un syndrome polyuropolydipsique qui est présent. Concernant la clinique et le diagnostic du diabète de type 1, il n'y a pas trop de nouveautés. Les symptômes classiques d'un diabète avec la présence d'une hyperglycémie supérieure à 11,1 mmol, donc 2 grammes, ou bien une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g sans apport calorique au moins 8 heures, ou bien une HGPO avec une glycémie 2 heures après la GPO à 2 grammes, ou une hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 6,5%, avec, en sachant bien sûr qu'une hémoglobine glyquée moins de 6,5% n'exclut pas le diabète quand on a l'ensemble des autres symptômes. Sur le plan clinique, les symptômes les plus fréquents sont bien sûr l'amaigrissement, le syndrome polyuropolydipsique, la soif qui est excessive, la fatigue et moins fréquemment une vision floue, des sauts d'humeur, des infections cutanées, beaucoup plus rares dans le diabète de type 1 que dans le diabète de type 2 et bien sûr, quand on arrive à une insulinopénie ou au décours d'un événement intercurrent, les signes d'acidocétose avec des vomissements fréquents, des douleurs abdominales aiguës, une déshydratation, bien sûr parfois des signes avec une diminution du niveau de conscience ou carrément le coma. Alors, concernant la thérapeutique du traitement du diabète de type 1, bien sûr que les grands essais DCCT et EDIC avaient permis d'instaurer le dogme que dans le diabète de type 1, quand on diminuait la glycémie et quand on améliorait l'équilibre glycémique, on pouvait réduire l'incidence des complications et la progression des complications du diabète de type 1. Donc, selon DCCT et EDIC, dans les deux bras, le bras conventionnel versus le bras intensif, nous avions une amélioration et de l'équilibre du contrôle glycémique, mais aussi des complications, avec une diminution du risque de rétinopathie diabétique, une diminution de risque de microalbuminurie et une diminution de risque de neuropathie. Et donc, selon justement ces grands essais, nous avons toujours eu, la question qui se posait, c'est quels étaient les objectifs métaboliques pour nos patients diabétiques de type 1 et est-ce que ces objectifs dépendaient de l'âge des patients. Il fallait bien sûr prendre en considération le risque des hypoglycémies et on sait très bien que le nombre d'hypoglycémies était majoré dans le traitement, dans le groupe un traitement intensif. Et donc, pour cela, il y avait une adaptation à faire avec une modulation de l'hémoglobine glyquée selon les patients. Et justement, aujourd'hui, les cibles métaboliques,
en fonction des patients. En général, les patients de moins de 25 ans, c'est moins de 7% d'hémoglobine glyquée, moins de 7,5 si le risque d'hypoglycémie est élevé et si le patient était incapable d'exprimer ou de ressentir les hypos, ou les patients moins de 6,5% pourraient être plus appropriés si on arrivait à l'atteindre sans risque important d'hypoglycémie. Alors pour cela, les recommandations sur les objectifs glycémiques, passant aujourd'hui par les systèmes de mesure de glycémie capillaire ou les CGM, on avait, en fonction des recommandations du NIS, de l'ISPAD ou de l'ADA, quand on avait un objectif d'hémoglobine glyquée en dessous de 6,5%, les glycémies à jeun qu'on devait atteindre étaient entre 0,70 et 1,26 g, les glycémies postprandiales entre 0,90 et 1,62. Pour l'ISPAD, pour l'objectif d'hémoglobine glyquée en dessous de 7%, les glycémies entre 0,70 et 1,30 à jeun et les glycémies postprandiales entre 0,90 et 1,80. Et quand on avait un objectif de 7,5%, les glycémies préprandiales entre 0,90 et 1,30 g. Alors maintenant, comment optimiser la prise en charge du diabétique de type 1? Et on sait qu'aujourd'hui, malgré nos efforts continus, la majorité de nos patients diabétiques de type 1 gardent une hémoglobine glyquée au-dessus de l'objectif. Alors, si on revenait un petit peu à l'historique, justement, à l'histoire du traitement insulinique du diabète de type 1, en 1970, on a commencé à traiter les patients par SAP d'insuline intraveineuse. En 1980 est apparue la pompe à insuline externe sous-cutanée. En 2000, les capteurs de glucose avec une étape décisive vers la boucle fermée. En 2011 déjà, 2 patients avaient utilisé le pancréas artificiel à Padoue en dehors de l'hôpital. En 2014 sont apparues les insulines de 2e génération et en 2019, la commercialisation du pancréas artificiel. Alors, on va parler que des nouveautés, les insulines de 2e génération, et on est content puisqu'au Maroc, nous avons eu la commercialisation de l'insuline de 2e génération, donc la Glargine U300, qui apporte pour nos patients diabétiques de type 1 une amélioration de la variabilité glycémique de ces patients et l'amélioration de la qualité de vie avec une diminution des hypoglycémies nocturnes. Quand on fait un face-to-face Glargine U100, Glargine U300, même si il n'y a peut-être pas d'amélioration importante ou de réduction d'hémoglobine glyquée, mais on sait très bien que nous, diabétologues, que l'hémoglobine glyquée seule n'est pas un élément qui va nous donner un petit peu l'interprétation de tout l'équilibre du patient, mais les hypoglycémies, qu'elles soient diurnes ou nocturnes, et surtout la variabilité glycémique, et surtout ce nouveau, on va dire, objectif qui est le TIR, le time in range de nos patients, va être amélioré. Alors, concernant la boucle et le pancréas artificiel et l'apparition de la boucle fermée, bien sûr, au début, on était passé par une boucle ouverte à 2 composantes, le capteur de glucose interstitiel et la pompe à insuline externe, pour passer à une boucle fermée à 3 composants, avec un capteur de glucose interstitiel, une pompe à insuline et un appareil avec un algorithme de contrôle de la glycémie qui communique directement avec la pompe à insuline. Je suis tout à fait d'accord que le pancréas artificiel n'est pas une étape automatisée de la prise en charge du patient diabétique, puisqu'il reste bien sûr la commande des bolus au moment des repas, mais on va dire que c'est une étape intermédiaire vers l'automatisation et vers l'indépendance des patients et l'amélioration de leur qualité de vie. Alors bien sûr, quand vous comparez l'équilibre glycémique et la variabilité glycémique des patients sous boucle fermée versus boucle ouverte, en rouge, la boucle fermée, on voit bien qu'on est très proche du time in range avec une amélioration du temps passé en euglycémie. Alors, les boucles fermées disponibles aujourd'hui en France sont la Minimed 670G Medtronic, qui est commercialisée depuis fin 2018. Il y a la Minimed 780G Medtronic également. Et puis, le Diabeloop DBLG1 connecté avec une pompe Cellnovo, avec un capteur Dexcom G4 ou G6, et le contrôle IQ, la pompe Tandem Slim Dexcom G6. Alors, à qui s'adresse justement la boucle fermée? Parce que nous avons régulièrement des questions
en consultation et en effet à qui on peut proposer cette avancée thérapeutique. Alors, ce sont les adultes diabétiques de type 1 depuis au moins 6 mois qui ont été formés en éducation thérapeutique et en comptage de glucides, donc en insulinothérapie fonctionnelle, ayant une bonne maîtrise des dispositifs de pompe à insuline et de mesure continue du glucose grâce à une période initiale en général de 15 jours de pompe, s'engageant à respecter un parcours de soins spécifique, n'ayant pas atteint les objectifs métaboliques en termes d'hémoglobine glyquée, du temps dans la cible, du temps en hypo ou du temps en hyper. Les enfants diabétiques de type 1 également, de plus de 6 ans, traités par pompe à insuline depuis au moins 6 mois. Justement, ce délai est important et peut être raccourci s'il y a une bonne maîtrise de la pompe par l'enfant et ses parents, ayant été formés au comptage des glucides, de la pratique de l'insulinothérapie fonctionnelle et la mesure continue de glucose, et s'engageant à respecter les bonnes pratiques des dispositifs du système de la boucle fermée, des formations bien sûr initiales et de suivi, et n'ayant pas atteint les objectifs métaboliques en termes d'hypo, d'hyper et de variabilité glycémique. Alors cela, aujourd'hui, est possible et aujourd'hui, nous avons des patients qu'on met sous pompe à insuline et qui peuvent être des bons candidats pour ensuite le pancréas artificiel. Et c'est vrai que les systèmes de monitoring et l'avancée importante dans les systèmes de monitoring nous ont permis d'améliorer l'équilibre de nos patients et d'améliorer surtout la qualité de vie des patients diabétiques de type 1 jeunes et de leurs parents. Alors, par exemple, la mesure continue de glucose, ce sont des auto-mesures qui permettent d'éviter la contrainte des automesures glycémiques capillaires, avec soit des systèmes en temps réel ou en vision intermittente, des nécessités des mesures quantitatives standardisées de la variabilité glycémique et le time in range, le temps passé dans la cible, qui est usuellement entre 0,70 et 1,80, mais qu'on peut, quand on veut une hémoglobine glyquée en dessous de 6,5%, l'abaisser entre 0,70 et 1,40 g. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2020, 21% seulement de nos patients diabétiques de type 1 atteignent l'objectif de le glycémie et du TIR entre 0,70 et 1,40. Et donc, grâce à ces automesures continues, à ces CGM, à ces capteurs connectés, on arrive de mieux en mieux à les améliorer et en sachant bien sûr, par exemple, par rapport au freestyle, il faut savoir qu'il y a toujours une petite différence entre la glycémie du liquide interstitiel et la glycémie capillaire, qu'après un repas, par exemple, la glycémie interstitielle sera plus en retard que la glycémie capillaire, mais qu'après le repas, la glycémie interstitielle sera en avance que par rapport à la glycémie capillaire. Alors, ces CGM ou ces freestyle nous donnent une grande quantité d'informations. Ce sont des informations utiles qu'on doit analyser avec les patients. Elles nous permettent de donner une hémoglobine glyquée estimée, une charge glycémique en fonction de la médiane qui nous permet d'avoir une idée sur les repas et sur l'index glycémique des repas, les hypoglycémies et bien sûr le pourcentage de capture du patient. Alors, selon l'ISPAD ou le NIS, les objectifs glycémiques, pour qu'un patient soit bien équilibré, il faut qu'il ait passé au moins plus de 70% de son temps dans le time in range, entre 0,70 et 1,80 g, et moins de 4% en dessous de 0,70 g par litre. Alors, est-ce que ça a amélioré l'équilibre des patients diabétiques? Là, c'est par rapport au freestyle, par exemple. La réponse est oui, puisque dans cette étude publiée dans Lancet en 2016, ils ont montré que les patients qui étaient dans le bras freestyle libre avaient une amélioration de leur hémoglobine glyquée en fin de l'étude impact, avec une diminution du temps passé en hypoglycémie et une diminution du temps passé en hypoglycémie nocturne de l'ordre de 40% et une réduction du temps passé en critère principal qui était la mesure de l'hypoglycémie. Le temps passé dans la cible était amélioré avec une amélioration de la variabilité glycémique, qui est un paramètre très important pour nos patients diabétiques de type 1. Alors,
Les panoramas des traitements du diabète de type 1 en 2020 sont importants et sont donc assez encourageants, puisque dans les traitements standards, nous avons les multi-injections, le basal bolus, les pompes sous-cutanées avec une autosurveillance glycémique. Dans les situations plus difficiles, la pompe associée parfois à des capteurs. Et dans les situations d'échec, la boucle fermée, mais aussi la greffe des îlots qui a permis également à des patients une insulino-indépendance. Donc, la route est droite, mais la pente est forte et on sait aujourd'hui que nous sommes devant une route difficile dans le cadre de la prise en charge du patient diabétique de type 1, mais je pense qu'on doit rester optimiste et rester optimiste nous en tant que cliniciens, mais aussi pour nos patients et pour l'avancée vers le futur qui peut être très positif pour ces patients diabétiques de type 1. Donc, en fin de compte, la thérapeutique du patient diabétique de type 1 à tout âge nécessite et on est obligé de s'adapter à ces outils technologiques qui sont possibles dès les premiers mois de la vie. Bien sûr, il nous faut, je n'ai pas parlé de la diététique aujourd'hui, mais le comptage des glucides, l'insulinothérapie fonctionnelle fait partie intégrante de la prise en charge du patient diabétique de type 1. L'hémoglobine glyquée la plus basse, oui, mais à condition que ça soit possible en prévenant la survenue d'hypoglycémie sévère, avec un bénéfice en termes de mortalité et de morbidité, un rôle crucial de l'éducation thérapeutique et le soutien psychologique, un besoin de nouveaux indicateurs pour les patients et leurs familles pour évaluer l'équilibre glycémique, tout en prenant compte des attentes, des croyances et des barrières des familles vis-à-vis de ces outils technologiques pour les accompagner vers le traitement et permettre le succès. Je vous remercie pour votre attention et je serai là pour les questions.